C'est un article de l'Associated Press publié hier. Trump a dit à l'Ukraine qu'elle n'avait aucune carte en main, puis Kiev a porté la guerre en Russie. Voici ce qu'il en est. L'article dit que Kiev a intensifié sa campagne de frappe à plus longue portée à l'intérieur de la Russie, dans des zones que Moscou a saisies. L'augmentation de la production d'armes a permis de viser les défenses aériennes russes, ainsi que des infrastructures pétrolières et les entrepôts de grandes enseignes, afin que les Russes ordinaires ressentent les effets du conflit. Une grande partie de cela est en soi exact, parce qu'ils ont effectivement fait ces choses-là. Ils ont frappé ces cibles. Mais la vraie question c'est, est-ce que cela mène à la fin de la guerre, ou à un changement de direction de la guerre, en s'éloignant de Moscou pour aller vers Kiev? Au point où, à un moment donné, Moscou se dira « Vous savez quoi, ça fait assez mal comme ça. J'imagine qu'on va devoir accepter un accord selon vos conditions. Qu'en dites-vous » Je pense qu'on parle d'une réduction de 38 à 40%, ou bien de la réduction estimée il y a 1 ou 2 semaines, de la capacité de la Russie à raffiner du pétrole pour produire divers produits pétroliers. Cela n'a pas vraiment fait beaucoup de mal à la Russie. Une grande partie de ces dégâts est réparée rapidement. Vous savez, les raffineries sont des structures très vastes, très robustes. Elles ne sont pas faciles à détruire. Cela demande beaucoup plus d'efforts que ce que les Ukrainiens sont capables de mobiliser, franchement. Cela étant dit, est-ce que cela a eu un impact sur la prise de décision au plus haut niveau à Moscou? Je pense que c'est la vraie question. Vous savez, quand je parle à des gens qui reviennent de Russie et que je lis ce qui est traduit des médias russes et de leur télévision, je dirais que les Russes sont tous très en colère. Non pas contre le président Poutine, ils sont en colère contre ce qu'on leur fait. Et de plus en plus, ils accusent l'Occident parce qu'ils savent que les Ukrainiens ne peuvent pas fabriquer ces armes, et ils ne les fabriquent pas. Ils prennent des composants qui viennent de l'Occident, ils les assemblent, parfois ils les modifient, parfois non, et ensuite ils les lancent, des systèmes sans pilote, similaires à ce que les Iraniens ont produit. Et ils lancent aussi des missiles tactiques, enfin pas vraiment tactiques, des missiles de moyenne portée. Certaines personnes disent qu'ils vont obtenir des missiles de longue portée. Si c'est le cas, là encore, ils devront venir de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne et potentiellement d'autres pays. C'est très dangereux. Heureusement pour nous, nous n'avons pas un homme mauvais au Kremlin. Il est bien plus équilibré et rationnel qu'on ne veut bien le reconnaître. Il n'est pas intéressé par une guerre avec l'Occident. Il veut faire des affaires avec l'Occident. Il veut en finir avec cette affaire. Il veut s'assurer que lorsque la guerre prendra fin, les Européens et lui pourront encore faire des affaires ensemble. Nous nous rapprochons très fortement d'un changement politique radical dans des pays comme l'Allemagne et la France. Permettez-moi de m'arrêter un instant là-dessus. Des réunions ont eu lieu en dehors de l'Allemagne, dans des pays tiers, entre des Russes et des sociaux-démocrates. Il faut comprendre que le Parti social-démocrate est l'un des plus anciens d'Allemagne. Il remonte aux années 1860 et 1870. Et ils envisagent désormais, discrètement, une possible alliance avec l'alternative pour l'Allemagne. Une chose que tout le monde dit impossible et qui ne pourrait jamais arriver. Eh bien, ils reconsidèrent cette idée parce qu'ils en sont arrivés à un point où, dans le contexte de la politique à venir, ils sont presque sans importance. Et historiquement, les sociaux-démocrates ont toujours été bien plus, je ne veux pas dire pro-soviétiques à l'époque, mais certainement plus compréhensifs envers Moscou. Et je pense que même aujourd'hui, en privé, ils sont plus disposés que les autres à faire affaire avec Moscou. Ce genre de choses pourrait tout changer du jour au lendemain. Cela pourrait soudainement sortir l'Allemagne de tout ce bourbier. Et les Allemands en ont assez. Il y a de forts courants de fond,
en faveur d'une sortie pas seulement de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN. Je pense donc toujours qu'à Moscou, il y a une volonté d'attendre cela. Macron, vous savez, c'est stupéfiant qu'il soit encore là où il est. Je ne sais pas combien de temps encore il y restera. Le fait est que nous attendons ce genre de bouleversement qui est en train de se manifester. Je pense que c'est en bonne voie. Nous allons en être témoins. Cela va changer les choses. Et la question est la suivante. Moscou peut-elle faire preuve de la retenue et de la patience nécessaires pour y parvenir? C'est le premier point. Deuxièmement, ils disposent déjà de concentrations de forces qu'ils peuvent déplacer très rapidement pour prendre Odessa et Kharkov. Et je pense qu'ils voudraient le faire avant de s'en prendre à Kiev. Entrer dans Kiev n'est pas forcément quelque chose qu'ils veulent faire. C'est quelque chose qu'ils se sentiraient obligés de faire, parce qu'il n'y a aucune garantie qu'un accord conclu avec quelque gouvernement que ce soit à Kiev aujourd'hui produise quoi que ce soit sur quoi ils puissent compter à l'avenir. Et ils ne veulent tout simplement pas retourner à la guerre dans 5, 10 ou 15 ans. Et vous savez, Luc, il y a des choses très concrètes qui vont dans ce sens. Vous avez mentionné Odessa. Cela montre simplement que la guerre aérienne se poursuit. C'était avant-hier. Il y a eu une attaque massive contre Odessa. Et en pratique, le port est déjà neutralisé en tant que port en eau profonde, efficace sur la mer Noire. Donc, cela continue. Et cela se produit en même temps que ce qui se passe dans la capitale, où il n'y a même plus la prétention d'avoir une défense aérienne. Je parlais à quelqu'un que je connais, qui a un accès direct, y compris au niveau du gouvernement ukrainien. Et cette personne m'a dit, « Écoutez, si vous voyez ça à Kiev, vous pouvez imaginer ce qu'il en est partout ailleurs, surtout sur la ligne de front. Ils n'ont de défense contre rien. » Dans certaines zones, disent-ils, ils recevaient quelque chose comme un missile Patriot par jour, ce qui, évidemment, ne veut rien dire en matière de défense aérienne. Ils ont dit que contre les bombes planantes dont dispose la Russie, il n'y a aucune défense. Même les Patriotes ne touchent pas ce type de cible. Donc ils sont totalement sans défense dans les airs, qu'il s'agisse de ces drones ou désormais de missiles. Où cela va-t-il laisser l'Ukraine? Sur quelle base quelqu'un comme l'Associated Press peut-il dire « Oui, vous savez, Kiev a porté le combat en Russie et ça va marcher », alors que la Russie au moins dispose d'une défense aérienne et peut abattre la majorité de ce qui est envoyé là-bas. Comment ça peut-il marcher? Eh bien, cela rend l'Ukraine ingouvernable. Cela la transforme en un amas de ruines. Cela détruit ce qu'il reste de son agriculture, le peu d'industrie qu'elle a. Et l'Ukraine devient donc un État mort. Je pense que c'est déjà un pays zombie. Il y a une façade de gouvernement. Le pays est enlisé dans une corruption bien plus vaste que ce que nous pouvons même commencer à imaginer. Je pense que les Européens, en particulier ceux qui vivent à la frontière, les Polonais, le savent. C'est pourquoi l'attitude en Pologne a changé de manière si radicale. C'est pourquoi le gouvernement polonais dit désormais qu'il n'y aura plus d'aide, qu'il s'agisse de conseils polonais, de soutien ou d'assistance militaire. Je pense que les Hongrois le comprennent, les Slovaques aussi. Ce sont les pays qui bordent la Russie. Maintenant, quand vous allez en Lituanie, qui est frontalière de l'Ukraine et de la Biélorussie, c'est un peu différent. L'Ukraine est restée farouchement, violemment anti-russe. Ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de choses. Et nous ne le comprenons pas. Mais le fait est le suivant. Oui, cette guerre va prendre fin. Elle prendra fin quand soudainement plus personne n'enverra quoi que ce soit à l'Ukraine. Parce qu'il n'y aura plus personne là-bas pour le recevoir. À part quelques personnes la main tendue, pressées de monter dans un avion et d'envoyer les fonds que vous leur avez donnés vers des banques à Chypre, en Albanie ou ailleurs. C'est donc comme ça que ça se terminera, malheureusement. En attendant, les Russes ont les cartes en main.
Ils peuvent agir de manière décisive quand ils le veulent. Ils doivent tenir compte du fait que nous fournissons aux Ukrainiens le même type de renseignements et de surveillance aérien. Pas exactement les mêmes, mais en tout cas substantiels. Ce qui leur permet, de temps à autre, de lancer des armes de précision contre les Russes et de leur infliger des dégâts. Suffisamment pour gagner la guerre? Non. Suffisamment pour être parfois plus qu'une simple nuisance? Oui. Mais en ce moment, il semble que les Russes disposent de défenses assez solides sur toute la longueur du front et qu'ils avancent en conséquence. Le problème pour les Russes, comme vous le soulignez, se situe derrière le front. C'est la Russie elle-même. C'est un front de 1000 à 1100 milles qu'ils essayent de défendre, et ils ont bien davantage de capacités de défense aérienne et antimissiles que nous. Mais cela reste très difficile à faire. Et c'est pourquoi beaucoup de se passe quand même. Il y a maintenant une évolution supplémentaire. Selon la presse ukrainienne, le Kyiv Post, l'Ukraine n'a pas seulement épuisé ses missiles défensifs, capables d'intercepter les missiles balistiques et hypersoniques russes. Apparemment, la Russie augmente aussi en même temps sa capacité offensive. La Russie pourrait donc bientôt lancer 200 missiles balistiques lors d'une seule attaque, au lieu des quelques 70 qu'elle lançait récemment, parce que sa capacité augmente. Ce n'est même pas simplement une intensification, l'escalade se poursuit. Qu'est-ce que cela vous dit sur la trajectoire de cette guerre et peut-être sur ce à quoi l'Ukraine pourrait ressembler pendant le reste de cette année? Les Russes pourraient en réalité concentrer davantage de puissance de feu que cela. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils gardent beaucoup de force en réserve. En Russie, y compris à Moscou, on croit toujours que les Européens pourraient éventuellement tenter d'intervenir dans l'ouest de l'Ukraine. On pourrait voir des forces de l'OTAN venues des États baltes, de Pologne, de Slovaquie ou, plus probablement, de Roumanie entrer dans l'ouest de l'Ukraine. Ils gardent donc beaucoup de troupes en réserve. Vous savez, ils ont considérablement augmenté la taille de leurs forces. Ils ont plus d'1 million d'hommes. Ils ont l'équipement et beaucoup de gens s'entraînent en ce moment à la suite d'une récente mobilisation. Ils peuvent concentrer davantage de forces, mais ils continuent à les garder en réserve. Et encore une fois, tout cela remonte à Donald Trump. Si Donald Trump, en tant que chef de l'OTAN, croyait à tout ce qu'il dit, cette guerre serait terminée depuis longtemps. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Il s'est révélé être un monstre sans dents, si vous voulez, au lieu d'être la grande bête gargantuesque que tout le monde en Europe pensait qu'il était. C'est une sorte de cookie monster. Rien n'a changé. Il n'est pas vraiment aux commandes, parce que les mêmes personnes qui étaient là sous Biden et qui étaient là avant Biden, en fait sous Obama, pas autant mais presque, et en remontant à l'administration Bush, les mêmes types de personnes sont arrivées au sommet et contrôlent les choses aujourd'hui. Et ils veulent que la guerre avec la Russie continue. Ils veulent que la guerre contre l'Iran et contre tous les autres au Moyen-Orient qui s'opposent à l'expansion israélienne continue. Voilà la tragédie. Il faut que tu te reprennes dans. J'étais coupé. Désolé pour ça. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais coupé. Je voudrais consacrer les quelques dernières minutes qu'il nous reste à un sujet qui est en quelque sorte intérieur. Je sais que c'est un sujet auquel vous accordez beaucoup d'attention, la formation de nos forces armées. Il y a cet article de Kelly Vlahos, une amie commune, dans The American Conservative. Les réformes de Hegseth dans les universités militaires vont-elles assez loin? Hegseth est arrivé et apparemment, il était très enthousiaste à l'idée de s'attaquer au wokisme et à tout un tas de choses de ce genre. Mais est-ce que ça va assez loin? Et est-ce seulement le bon sujet sur lequel se concentrer? Qu'en pensez-vous?
like that. But is it far enough, and is that even the right thing to focus on? What do you think? Eh bien, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde, mais il faut l'inscrire dans un cadre stratégique plus large, et ce cadre n'existe pas actuellement. C'est assez intéressant. J'ai trouvé formidable qu'elle emploie l'expression « université militaire », parce que moi, comme beaucoup de mes pairs qui connaissent l'Académie militaire des États-Unis à West Point, nous avons depuis longtemps cessé de l'appeler une académie militaire. Ce n'en est pas une. C'est une université où des garçons et des filles portent l'uniforme et suivent les cours ensemble. C'est à peu près tout. La mission originelle de l'Académie militaire était de fournir des officiers à l'armée régulière. La nouvelle déclaration de mission parle de former des dirigeants pour l'Amérique et de toutes ces absurdités. Je pense que toutes les académies militaires sont devenues ce genre d'université. Et la question c'est, en avons-nous besoin? Je ne suis pas intéressé à financer 4 années d'études pour des gens dans des universités militaires, entre guillemets. Je veux revenir à la question, qu'est-ce que nous essayons d'en tirer? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous en retirons? Donc ça, c'en est une partie. L'autre, c'est, au niveau supérieur, que faisons-nous pour transmettre des connaissances vraiment utiles? Les sciences, la technologie, les opérations militaires, l'art opératif, toutes ces choses-là. Eh bien, le problème c'est que nous ne demandons de compte à personne. Si vous vous présentez, vous êtes diplômé. Il y a toujours quelques personnes qui ne le sont pas, 1 ou 2 individus, généralement pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec leur performance. Parfois, si, mais disons que sur les 285 personnes admises à l'Université nationale de la Défense, les 285 obtiennent habituellement leur diplôme. Qui essayons-nous de tromper? Est-ce vraiment une formation? Est-ce qu'on y apprend vraiment quelque chose? L'autre problème, c'est qu'on a beaucoup d'écoles de guerre propres à chaque armée. Eh bien, je ne pense plus qu'une guerre menée par une seule armée soit viable. Et je pense que notre plus grand problème, c'est qu'on n'insiste pas assez sur ce à quoi devront réellement ressembler les opérations intégrées à l'avenir, ni sur la manière de les comprendre. On vit toujours sous le régime de la loi sur la sécurité nationale de 1947, qui a en quelque sorte consacré la manière dont les armées ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, ou du moins la manière dont elles pensaient qu'elle avait été menée. C'est pour ça qu'Eisenhower s'y est opposé. Beaucoup de gens ne l'aimaient pas parce qu'elle a aggravé les choses, elle n'a pas amélioré la situation. Les bureaucraties propres à chaque armée ont pris le dessus, et le reste appartient à l'histoire. Le Congrès s'en fiche. Tout ce qui les intéresse, c'est où va l'argent et est-ce que j'en profite? Est-ce que mes électeurs en profitent? Mes donateurs, ils en ont rien à faire. J'ai écouté un sénateur démolir Pete Hegseth. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Pete Hegseth. Toute personne qui est secrétaire à la Défense va se retrouver sous le feu des critiques de temps en temps. Il a évidemment dit certaines choses qui sont probablement regrettables, mais il n'est pas responsable de tout ce que vous voyez en ce moment. Il n'est pas entré dans cette institution pour que quelqu'un s'approche de lui et lui tende. « Monsieur, voici votre guide. Vous devez examiner les niveaux de préparation des forces armées dans toutes les branches. Il faut examiner les forces de combat, les ensembles de capacités axées sur les missions. Il faut examiner les différents programmes de modernisation et il faut regarder ce que nous avons dans notre arsenal, ce que nous avons sur le terrain, l'Air Force, la Navy, l'armée de terre, les marines, et comprendre ce que nous sommes réellement en mesure de faire, quel type de guerre nous pouvons ou ne pouvons pas mener, et l'impact des 30 dernières années. D'accord. Personne n'a fait ça. Personne ne l'a fait. Personne ne le fait. Et dans la plupart des cas, que fait le secrétaire à la Défense? Que fait le secrétaire d'une armée? Il se présente dans et il préside.
He shows up, Dan, and he presides. They give him a funny little hat that says Seknav. Il lui donne un petit chapeau ridicule marqué Seknav avec des petites étoiles dessus, ou un petit chapeau ridicule marqué Patron et Sekdef, ou une autre connerie du genre. Donc personne n'a été chargé d'examiner quoi que ce soit. Tout ce qu'on leur demande, c'est un budget avec de l'argent. Et puis il arrive et il dit, bon, vous savez, les guerres coûtent beaucoup d'argent. Eh bien, c'est votre faute parce que vous avez perdu la guerre. D'accord. Bon, il a joué un rôle. Personne ne va le contester. Mais qui essayez-vous de tromper, sénateur? Qu'avez-vous fait? Avez-vous récemment mené des actions contre des guerres illégales? Avez-vous soulevé des questions constitutionnelles? Très bonne remarque. Que savez-vous des forces armées? Que savez-vous de ceux qui les commandent, de la manière dont ils y arrivent? Vous ne savez rien. Vous ne savez rien de ces soi-disant universités, ni de leur inutilité. Qui est-ce qu'on essaye de convaincre, au juste? Ce n'est pas professionnel. Je peux vous emmener dans des endroits surprenants. Je pourrais vous emmener en Pologne et vous montrer une vraie académie d'état-major. Je pourrais vous montrer de vrais élèves officiers d'état-major. Et vous comprendriez que 10% des élèves vont probablement échouer. Ils ne réussiront pas le cursus et ne deviendront pas officiers d'état-major. Ils seront réaffectés sans que cela leur porte préjudice. Vous n'êtes pas un officier d'état-major. Vous êtes un très bon officier de terrain et vous restez en lice pour une future promotion, mais vous n'êtes pas un officier d'état-major. Vous n'obtenez pas cette désignation. Donc au bout de 2 ans, désolé, au revoir, bonne continuation. Nous n'avons pas un système comme ça. Et si nous ne l'avons pas, c'est parce que les gens qui en font partie n'en veulent pas. Quand j'étais assis à côté de gens au Staff College de Leavenworth, c'était des gens sympathiques. Mais je dirais qu'au moins la moitié du groupe avec lequel j'étais n'avait rien à faire là. Ces gens avaient du mal à rédiger un ordre d'opération. Vous plaisantez? C'est insensé. Et ils disaient, eh bien, vous connaissez tout ça. Vous devez venir nous aider. Et les chefs de groupe d'état-major disaient, vous devez y aller et les aider. C'est quoi ça? Les Jeux olympiques spéciaux dans l'armée? C'est scandaleux. C'est absurde. Mais ça dure depuis des années. Et beaucoup de ces types finissent par devenir généraux. Parce que comment y arrivent-ils? Eh bien, ils y arrivent en ne faisant jamais de vagues. On le sait. Alors, quand il s'agit de choisir des gens, que choisit-on? On ne les choisit pas pour ce qu'ils ont fait d'impressionnant ou d'exceptionnel. On les choisit pour ce qu'ils n'ont pas fait. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Moi, je l'ai entendu dans beaucoup d'armées. Eh bien, il a commandé avec succès à tous les niveaux. Et à un moment donné, on était tous assis là à rire dans. Mais qui est-ce qu'on essaie de tromper, bordel? Vous savez, c'est une blague, il faut régler tout ça. Cette administration n'en est pas capable. Monsieur Doug, je vais poser la question évidente. Qui est qualifié pour poser ces questions, à part vous? Et évidemment, vous avez déjà écrit tout un tas de livres sur le sujet, et tous ceux qui le souhaitent peuvent les lire, parce que les grandes lignes y sont. Mais, enfin, s'ils ne vous choisissent pas, meilleure question, y a-t-il quelqu'un qui ait seulement la capacité ou les connaissances pour répondre à ces questions? Oui, il y en a, des civils comme des militaires. Il y en a assurément. Mais il faut entreprendre d'identifier ces personnes. Ensuite, il faut les réunir, les protéger de toutes les attaques qui leur seront lancées de l'extérieur, les mettre à l'écart et leur donner le temps et le soutien nécessaires pour élaborer des alternatives. Autrement dit, pour trouver les bonnes solutions afin de mettre en place, à terme, une nouvelle structure et un nouveau système. C'est ce que les Britanniques ont fait de 1905 à environ 1912, sous l'autorité d'un nouveau secrétaire à la guerre, après la guerre des Boers. Car même s'ils avaient gagné cette guerre,
Ils avaient dû engager 250 000 soldats britanniques pour affronter et combattre, à un moment donné, pas plus d'environ 35 000 Boers. Et ils s'en étaient mal sortis. D'accord. Ils ont gagné parce qu'ils avaient les ressources, ils avaient le nombre, et qu'ils ont fini par pouvoir ouvrir des camps de concentration et y enfermer des femmes, des enfants et des vieillards Boers. Plus de 70 000 d'entre eux y sont morts de faim et de maladie. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre des Boers. Or, ce que je veux dire, c'est qu'ils le savaient. C'était un homme qui s'appelait Richard Haldane, un homme très brillant, et avocat d'ailleurs, sans aucune expérience militaire. Mais il savait que cela devait changer. Plusieurs personnes en uniforme l'avaient aussi compris. Et donc, ils ont fait du très bon travail. Et cette armée qui en est sortie a fini par très bien se battre en 1914. Le problème, c'est que c'était une armée conçue pour tout, sauf pour une guerre sur le continent européen contre les Allemands. Alors ils sont tous morts, mais ils se sont bien battus. Puis ils ont été remplacés par, vous savez, des millions de soldats citoyens qui ont fait de leur mieux. Mais ils ont fini comme nos soldats citoyens pendant la guerre mondiale. Ou plutôt, excusez-moi, pendant la Première Guerre mondiale, mais plus important encore, pendant la guerre de sécession. Alors vous savez, on a demandé à Grant, et après ça je me tais, on a demandé à Grant par un journaliste de quelle unité il était le plus fier d'avoir fait partie au cours de sa carrière. C'était bien après sa retraite. Et il a répondu, l'armée de Zachary Taylor pendant la guerre contre le Mexique. Et cet homme a été choqué. Puis il a expliqué, l'armée de Zachary Taylor était une force professionnelle. La plupart de nos soldats étaient des professionnels. Nous avions reçu des renforts, mais le noyau de l'armée était une force professionnelle et ils étaient brillants. Nous pouvions surpasser les Mexicains, les manœuvrer, même s'ils étaient toujours 3 ou 4 fois plus nombreux que nous. Et ensuite il a dit, il faut comprendre. Et la guerre de sécession alors? Il a répondu, il faut comprendre que c'était des soldats citoyens. Ils étaient braves, courageux, et c'étaient de bons hommes. Mais ce n'est pas la même chose qu'une force professionnelle. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre de sécession? Combien d'hommes avons-nous perdus dans des attaques frontales au cours de la dernière année et quelques de la guerre pour y mettre fin? À l'époque, on appelait Grant le boucher. Et bien sûr, lui savait ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je n'ai qu'un nombre limité de professionnels formés. Je ne peux faire que certaines choses. Mon point, c'est que nous ne voulons pas cela pour l'avenir. Mais nous devons réfléchir très soigneusement à ce que cet avenir devrait être. Et je pense que ce qu'a proposé le secrétaire Hanks n'a rien de mauvais. Le problème, c'est comment s'y prendre. Et souvenez-vous, aucune de ces institutions, ni les personnes qui les dirigent, ne peut se réformer elle-même. C'est un fait. Et je ne sais pas comment on va réussir à y mettre quelqu'un de qualifié. Je suis content de savoir qu'il y a d'autres personnes, mais il va falloir faire quelque chose pour commencer à les faire monter. Et ça exige quelqu'un au sommet qui soit prêt à le faire. Or, jusqu'ici, on n'a pas ça. Donc il va falloir espérer que ça arrive, et pas seulement de la part du gars tout en haut. Malheureusement, il faut obtenir l'adhésion du Congrès. Et ce sont des gens qui n'ont ni intérêt ni compréhension. C'est une mauvaise nouvelle. Mais il faut les rallier, parce que s'ils ne soutiennent pas cette démarche, ils peuvent la saboter. Ils ne le feront pas. Et la seule autre solution, c'est qu'on se fasse écraser dans une future guerre contre un adversaire de puissance comparable. Et c'est la seule façon de le révéler, du moins historiquement. C'est la seule autre possibilité que je vois, et j'aimerais l'éviter.
Mais au moins, nous avons le modèle à suivre et l'axe de réflexion que vous nous avez indiqué. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci beaucoup, Doug. We're grateful for that. Thank you so much, Doug. Okay. Merci, Dan. And we appreciate you guys and also remind you Warrior Diplomacy. Et nous vous apprécions. Et je vous rappelle aussi Warrior Diplomacy pour retrouver bien davantage le colonel Doug. Il a aussi publié plusieurs livres. Je ne sais pas s'ils sont référencés quelque part sur le site, mais vous pouvez aller sur Amazon pour voir certains des livres auxquels j'ai fait référence. Mais ce que vous pouvez retrouver régulièrement, c'est Warrior Diplomacy de Douglas McGregor. Merci beaucoup tout le monde. Et on vous retrouve dans environ 1 heure avec Marjorie Taylor Greene. Et ça va être vraiment intéressant. C'est la première fois que nous l'invitons dans l'émission. Ensuite, Rich Barris, le sondeur qui est souvent à la Maison-Blanche, connaît vraiment les chiffres. Et si vous voulez connaître la réalité sur le terrain, rendez-vous aujourd'hui à 15 heures pour Rich Barris. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Nous n'avons pas vraiment de sponsor. Il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas vous assommer avec une avalanche de publicité. Cliquez sur le bouton j'aime et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. And of course, share this with somebody you love.